Bienvenue à cette nouvelle capsule de la série à hauteur d'auteur organisée par la Revue internationale PME. Nous avons le plaisir de recevoir Abderrazak El Méziane, doctorant à l'Université Laval, qui a souhaité discuter de l'article publié en 2018 intitulé L'entrepreneur responsable en développement durable, un cadre conceptuel intégrateur. Nous avons le privilège d'avoir l'une des co-autrices de ce papier, Madame Corinne Van der Riut, directrice de l'IAE Toulon, pour un échange à hauteur d'auteur avec ce doctorant du champ de l'entrepreneuriat. Abderrazak, je te laisse donc prendre le relais et échanger avec la co-autrice de l'article que tu as sélectionné. Ok, merci beaucoup Rodrigue. Merci pour cette belle occasion qui nous est offerte pour dialoguer avec une des autrices d'un article qui m'a beaucoup interpellé. Merci aussi pour la revue internationale PME pour cette belle occasion, comme j'ai dit, donc d'échanger à hauteur d'auteur. Donc voilà, merci encore une fois. Eh bien, l'article qui m'a interpellé s'intitule L'entrepreneur responsable en développement durable, un cadre conceptuel intégrateur. C'est un article qui est co-signé par mesdames Véronique Bonne et Corinne Van der Riot. Donc, je présente un petit résumé de cet article. Eh bien, pour caractériser l'entrepreneur qui s'affaire dans le développement durable, les deux autrices ont revisité les quatre principaux paradigmes de l'entrepreneuriat, des paradigmes qui ont été identifiés auparavant par Verstraete et Fayol en 2005. Ils ont revisité donc ces quatre principaux paradigmes à l'aune du développement durable. Les investigations des autrices, parties à la conquête donc de cet entrepreneur particulier, ont permis d'identifier deux figures majeures: un entrepreneur économique en développement durable et un entrepreneur responsable en développement durable. Leur recherche a permis ainsi de mettre en évidence les capacités éthiques nécessaires à l'action de l'entrepreneur responsable en développement durable, cela en questionnant la façon dont ils se traduisent au regard des quatre paradigmes de l'entrepreneuriat précités. À savoir donc le paradigme de la création de la valeur en lien avec celui des opportunités d'affaires, qui a été rapproché de la création de valeur sociétale qui se présente sous forme d'opportunités d'affaires répondant aux enjeux du développement durable. Le paradigme de l'innovation a aussi été adapté par ces autrices en mettant de l'avant les capacités dynamiques d'innovation responsable et durable. Enfin, le dernier paradigme, celui de la création des organisations ou d'organisations, a été revisité à travers le prisme du management responsable des parties prenantes, un management qui se veut inclusif et sélectif par les valeurs. Les autrices ont ensuite conçu un cadre conceptuel synthétique et intégrateur pour caractériser l'action de cet entrepreneur responsable en développement durable, les fondements de cette action et l'ensemble des capacités qu'il doit mobiliser. En vertu de ce cadre intégrateur, l'entrepreneur responsable en développement durable serait donc, selon les autrices, un entrepreneur qui agit de façon responsable quand il crée de la valeur sociétale, c'est-à-dire une valeur à finalité sociale, environnementale, conjointement à une finalité économique, un entrepreneur qui développe des capacités dynamiques régénératives des ressources et des compétences organisationnelles, favorisant l'innovation responsable, contribuant au développement durable. Un entrepreneur qui démontre des capacités relationnelles dédiées à un management des parties prenantes inclusif, participatif et sélectif. Un entrepreneur qui se caractérise par ses valeurs orientées développement durable et ses dispositions éthiques qui recouvrent la capacité de jugement réflexif, la sensibilité et l'imagination morale qui concourent à la création d'une valeur sociétale favorisant l'identification et l'exploitation d'opportunités d'affaires, ainsi que l'innovation en faveur du développement durable et l'adoption d'un leadership responsable. Voilà donc pour ce qui est des résumés. Ce qui m'a donc interpellé dans cet article, étant un doctorant donc à l'Université Laval au niveau de la faculté des sciences de l'éducation, ma recherche doctorale porte justement sur l'éducation à l'entrepreneuriat durable et responsable. Or, ce que j'ai constaté, c'est qu'au fil de mes recherches, j'ai constaté que rares sont les recherches qui portent sur l'identification du profil de cet entrepreneur responsable et les compétences qu'il doit posséder. La recherche des autrices, Véronique Bonne et Corinne Van der Riot, justement sur l'entrepreneur responsable en développement durable, ont constitué pour moi une tentative sérieuse dans la direction de la circonscription du profil de cet entrepreneur et de ses compétences. Leur cadre conceptuel intégrateur qu'ils proposent donc offre une perspective de recherche intéressante sur la voie de la caractérisation du profil type de cet entrepreneur qui est appelé à jouer un rôle crucial dans l'affrontement des défis économiques,
environnementaux et sociaux qui nous menacent. Voilà donc ce qui m'a interpellé. Évidemment, donc, il y a des questions qui se posent à moi en tant que doctorant. Je poserai la première question, si vous permettez, madame, donc, en ce qui concerne le rapprochement possible que vous pouvez faire donc, entre votre modèle intégrateur de l'entrepreneur responsable en développement durable et d'autres modèles donc, de la durabilité. Voilà, c'est ma première question. Je ne sais pas, vous répondez à la première et puis je pose la seconde peut-être. Merci. Alors d'abord, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à notre article, hein, que ce soit la revue internationale PME ou vous, Abderrazak. Merci beaucoup de nous donner la possibilité de, de discuter hein, aujourd'hui sur cet article. Je voudrais excuser ma collègue Véronique Bon. On est dans une période très chargée à l'Université de Toulon et elle ne pouvait pas être disponible. Donc, les propos que je vais tenir n'engagent que ma responsabilité. Je ne veux pas parler forcément en son nom. Alors, vous m'avez posé des questions en amont hein, de ce travail et en particulier, vous m'aviez demandé euh, donc de faire le lien entre ce que nous proposons et d'autres modèles qui peuvent exister. Euh, alors, je n'avais pas relevé que vous étiez en sciences de l'éducation et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'à certains moments, on avait un petit peu du mal à dialoguer. Parce que vous avez évoqué dans les échanges préalables plusieurs modèles de durabilité qui sont en lien finalement avec les sciences économiques. Alors nous, pour être bien clair, on est en sciences de gestion, Véronique et moi. Et donc, je vais essayer de présenter un petit peu les choses et de situer notre travail. Donc, parmi les modèles existants, donc on peut avoir des modèles qui vont distinguer une forme de durabilité plutôt forte ou plutôt faible avec des enjeux en termes économiques qui sont différents. Et vous aviez également évoqué la théorie du donut qui est élaborée par Kate Raworth, qui a été publiée en 2018. Alors j'aime beaucoup, moi, la théorie du donut, donc je veux bien qu'on travaille à partir de cette théorie-là et montrer justement le lien ou pas entre nos travaux. Dans tous les cas, les économistes vont avoir une approche qui n'est pas du tout au même niveau que nous en sciences de gestion. Donc nous, en sciences de gestion, on va travailler sur les personnes, donc par exemple les entrepreneurs, là dans cet article, ou bien sur les collectifs humains organisés, qui peuvent être les entreprises ou toute autre forme d'organisation. Donc, on ne travaille pas du tout au même niveau que les économistes. Nous, on ouvre la boîte noire des organisations et on s'intéresse vraiment au caractère micro, en fait, hein, donc microéconomique en quelque sorte. Donc, dans ce travail, nous, on a souhaité se concentrer sur la figure de l'entrepreneur responsable en développement durable, sachant que l'entrepreneur est au centre de la théorie de l'évolution économique de Joseph Schumpeter, comme on l'a d'ailleurs indiqué en introduction. Si on compare avec, par exemple, le projet de Kate Raworth dans sa théorie du donut, on est vraiment dans une logique où, d'abord, on est en référence à l'économie. Son projet à elle, c'était de repenser l'économie. Euh, et donc, son idée, c'était de proposer un modèle général susceptible de servir de référence pour repenser l'économie et l'adapter aux réalités du 21e siècle. Alors, moi, j'aime beaucoup ce modèle. Je me suis aussi intéressée aux questions de soutenabilité forte ou faible. Mais en réalité, notre travail à nous va essayer d'utiliser ces modèles comme des éléments contextuels à intégrer. Alors, il se trouve que dans notre article, on n'a pas du tout cité, par exemple, la théorie du donut, tout simplement parce qu'elle a été publiée à peu près en même temps que nous. Et donc, ce n'était pas possible de comparer. Mais depuis, on va dire, la publication de l'article dans la RIPME, aujourd'hui, il serait difficile de faire le même article sans évoquer les questions de limites planétaires, qui sont la partie externe du donut élaboré par exemple par Kate Raworth,
Et on n'est pas rentré non plus trop dans certains détails relatifs à ce qu'elle va appeler le fondement social, les bases de vie nécessaires, et c'est plutôt la dimension sociale ou sociétale là, de la RSE. On est parti vraiment dans quelque chose qui voulait être un modèle, et comme tout modèle, il va y avoir quelque chose un petit peu, comment dire, formalisé, si vous voulez, autour d'un modèle qui est déjà bien admis, qui est celui de l'entrepreneur de Verstraete et Fayol, mais que nous avons souhaité revisiter de façon à reprendre chacun des paradigmes du modèle de Verstraete et Fayol, l'examiner, l'analyser, le préciser, le compléter, bref, le passer au crible d'une grille d'analyse qui est la nôtre et qui est enrichie des avancées de la recherche sur les questions de développement durable, de RSE, de RSO. Aujourd'hui, on parlerait même plus de transition, en fait, hein. On est en train de basculer aussi au niveau sémantique et en tenant compte de l'éthique et des valeurs qu'elle porte. Et donc cette dimension éthique, vous avez bien compris dans l'article que finalement, elle va donner lieu à des compléments très importants apportés au modèle sur lequel on adosse notre recherche. Et on va même ajouter en fait une dimension à ce modèle qui est vraiment la dimension éthique, qui est au centre de tout et qui va permettre de conférer à l'entrepreneur cette capacité réflexive, cette capacité à traiter la complexité, puisque là, on est vraiment dans un domaine extrêmement complexe. Si on intègre les questions planétaires, donc des limites planétaires, les questions de fondement social, par exemple de la théorie du donut, ben, l'entrepreneur, il va se retrouver à la croisée des chemins et ses compétences classiques entrepreneuriales ne sont plus suffisantes. Voilà. Et donc, il va falloir qu'il passe à une étape supérieure. Et là, il faut vraiment entrer dans une nouvelle logique qui va être celle des nouveaux apprentissages, des nouvelles compétences qu'il va devoir acquérir. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Donc, justement, cette complexité-là, nous autres, dans les sciences de l'éducation, on se demande justement que, au niveau des apprentissages, l'approche systémique, devrait faire partie des apprentissages lorsqu'il s'agit justement d'enseigner l'entrepreneuriat responsable. Il faudrait avoir cette approche systémique. Et vous avez évoqué tout à l'heure donc cette dimension transversale de l'éthique qui devrait chapeauter toutes les autres, enfin traverser les quatre paradigmes, c'est le travail que vous avez fait. Cela m'amène à ma seconde question justement. Je vois personnellement donc un petit rapprochement entre les capacités aux compétences éthiques et l'approche de Amartya Sen en ce qui concerne les capacités. Donc, d'où ma seconde question. Donc, y a-t-il une possibilité d'avoir donc un rapprochement entre cette capacité donc éthique et l'approche des capacités d'Amartya Sen? Merci. Alors, c'est un petit peu le même début de réponse que celui que je vous ai fait à la première question. Alors là aussi, j'aime beaucoup Amartya Sen et il m'a nourri en fait pendant des années dans le cadre de mes réflexions sous-jacentes à mes travaux de recherche. Et le concept de capacité, donc généralement on garde capacité pour bien faire référence à Amartya Sen ou aux autres auteurs qui ont travaillé sur ce sujet. Ce qui est assez intéressant dans le cas de Amartya Sen, c'est que bon, d'abord c'est un économiste aussi, hein, donc il a eu un prix Nobel d'économie avec justement ses travaux sur ces sujets-là. Et Amartya Sen, il a voulu travailler sur les questions de pauvreté, de développement dans les pays pauvres. Et il a mis au centre de sa réflexion l'accessibilité et la capacité. Et ce qui est très frustrant quand on le lit, c'est qu'en fait, il va définir la capacité de façon assez large. Il va la définir comme la liberté donnée à une personne de choisir sa vie parmi différentes sortes de vie. Alors, c'est un projet merveilleux, hein, la capacité de pouvoir choisir
la vie qu'on veut avoir. Et il a toujours été assez frileux à définir de façon plus détaillée, avec des listes de capacités. Par exemple, on lui a demandé pourquoi vous ne produisez pas des listes de capacités. Il dit, on peut le faire, mais je ne voudrais pas figer le concept dans le temps. Et les capacités, finalement, ça va dépendre aussi du moment de l'histoire, du lieu, du pays. Enfin bref, il y a quelque chose d'assez contingent dans l'application du concept de capacité. Et donc, c'est plutôt du côté de la philosophe Martha Nussbaum qu'on va trouver des listes de capacités assez détaillées. Alors, les capacités de base pour Martha Nussbaum comme pour Amartya Sen, ça va être par exemple de pouvoir être correctement nourri, d'avoir une bonne santé, d'avoir accès à l'éducation, de vivre en sécurité, enfin des choses comme ça. Donc, si nous, après, on veut utiliser ce concept-là, vous voyez qu'on est quand même là encore à un niveau supérieur. Donc, c'est quelque chose qui a nourri, en tout cas, ma réflexion, mais lorsqu'on va aborder le concept de compétence, on est dans un registre beaucoup plus opératoire. Et ça, c'est vrai pour les sciences de l'éducation comme pour les sciences de gestion. Par exemple, en sciences de gestion, on va avoir une discipline qui s'appelle la gestion des ressources humaines. Et là, on va définir la compétence comme la capacité d'un individu ou d'un collectif à mobiliser et à combiner différents types de ressources qui peuvent être des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être, en vue de mettre en œuvre une activité ou un processus d'action déterminé. De même, en management stratégique, c'est un concept qui est très intéressant et très utilisé par les auteurs parce que la compétence est perçue comme une ressource clé pour la compétitivité des entreprises et qui donne lieu à la création d'avantages concurrentiels. Donc là, je vais parler à titre personnel, hein, euh, c'est vraiment un travail auquel je me suis attelée dans le cadre de mes recherches, qui était de traduire sous forme de compétences actionnables les avancées de la recherche sur les questions d'éthique, de développement durable, de RSO. Et là, j'ai commencé finalement en parallèle à vouloir créer des diplômes qui intégraient ces compétences, ces connaissances et ces compétences. Et en même temps, je menais des programmes de recherche dans lesquels le sujet était finalement une espèce d'évidence. Par exemple, j'ai travaillé entre 2009 et 2014 avec un réseau de petites entreprises touristiques du sud de la France qui souhaitaient inscrire leur activité dans une démarche d'amélioration continue en développement durable et RSO. Et pour les accompagner, il y avait une association qui s'appelle Citoyens de la Terre qui réalisait leur diagnostic chaque année pour vérifier leurs pratiques, qui mettait à leur disposition une démarche d'amélioration continue, qui organisait en fait des ateliers, des confrontations, des échanges, et qui les aidait à définir leur plan de progrès. Et là, je me suis dit, bah, finalement, ma problématique d'enseignant-chercheur et la problématique des entrepreneurs de terrain, finalement, c'est quasiment la même. Au fond, chacun essaie de trouver les voies d'action les plus pertinentes pour entrer dans une démarche de progrès, une dynamique de progrès, pour devenir des entrepreneurs plus responsables ou des chefs d'entreprise plus responsables, intégrant cette multitude, ce foisonnement de sujets qui sont englobés dans le concept de développement durable. Et donc, c'est tout ce travail de recherche associé à notre expérience de pédagogue que Véronique et moi, nous avons souhaité traduire dans l'article. Aussi bien Véronique que moi, par exemple, nous avons créé des modules d'enseignement, nous avons créé des diplômes qui intègrent ces sujets dans des formations fonctionnelles plus classiques en sciences de gestion. Donc, en vrac, hein, elle et moi, on a créé des modules et des diplômes en management du tourisme, en management stratégique, en management des ressources humaines, en management de la qualité, etc. Et donc, vous voyez que l'entrepreneuriat, à ce moment-là, devient un axe permettant de décliner nos travaux dans la partie, voilà, l'entrepreneur responsable.
Donc, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet. Je pense on l'a pas épuisé. Ouais. Euh, mais c'est vrai que dans cet article-là, on a voulu mettre le focus sur les questions d'éthique, parce que l'entrepreneur, il a la clé de beaucoup, enfin, la clé de la solution de beaucoup de problèmes, en fait. La façon dont il va créer son entreprise, la façon dont il va concevoir son modèle d'affaires, la façon dont il va organiser son entreprise et les relations avec ses parties prenantes, internes, externes, etc., ben, finalement, ça va induire un- une dynamique dont l'ensemble de l'économie va soit bénéficier, soit éventuellement être affecté, vous voyez. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Juste une petite précision parce que cette conception d'Amartya Sen, c'est vrai, c'est au niveau économie, mais il m'interpelle énormément dans le sens où je conçois donc ce qu'il appelle, lui, les fonctionnements. L'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat responsable, peut être un vrai fonctionnement parce que ce que j'appelle personnellement, moi, un entrepreneur, il crée de la valeur, il réalise de la valeur, mais il peut se réaliser lui-même. Vous le Bien dites sûr. vous-même Ah oui, oui, oui. dans votre Ah article, oui, vous dites par exemple qu'il crée de la valeur pour autrui. Donc, c'est pas forcément que pour le pécunier, pour le financier. C'est une façon, c'est une façon de développement mental. Donc, je conçois donc l'entrepreneuriat responsable dans très ce bien. sens-là. Voilà. Très bien. Alors oui, effectivement, là on est dans une logique d'accomplissement personnel, hein. Donc c'est effectivement la création d'entreprise comme la dotation d'une nouvelle capacité pour l'entrepreneur. C'est ça Ouais, votre approche. exact. Une Ah, très vocation. bien, très bien, très bien, très bien. Bon, j'espère avoir à peu près répondu à vos questions. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. C'est un échange vraiment très instructif et pour moi, en doctorant. Donc, peut-être juste une petite information. Donc, mon intérêt pour les sciences économiques, parce que je suis un peu un doctorant atypique. J'ai déjà un doctorat en économie, c'est un second doctorat en éducation. Donc, d'où donc le fait d'avoir cette double casquette, en fait, bien sûr, je suis enseignant, c'est dans ce sens que je poursuis le second doctorat en technologie éducative. Voilà, merci. Très bien. Bah, je pense qu'il y a un vrai lien entre les sciences économiques et les sciences de gestion. Moi aussi, j'ai navigué entre les deux, hein. Et quand on prend un sujet comme le développement durable, d'abord, c'est les économistes qui s'intéressent à ça, hein. C'est l'économie du développement, mais on est en niveau macro. Et Ouais. justement, je me suis positionnée en sciences de gestion après pour mon travail de chercheur, parce que je me suis dit, bah, comment on traduit tout ça? Au niveau microéconomique sur le terrain. Comment on le met en vigueur? Parce que les grandes théories, les grands concepts, les grands idéaux, c'est parfait, c'est très bien, mais après, il faut que ça existe au quotidien, en pratique. Voilà. Donc du coup, c'est complémentaire. Voilà. Merci à vous, merci à Rodrigue, merci à la Revue internationale PME. Merci pour cette belle occasion d'échange. Merci. Merci à vous. Tout à fait. Ben, au nom de la revue internationale PME, on vous remercie, hein, les deux, Abderrazak, Corinne, d'avoir participé à cet échange à hauteur d'auteur qui était fascinant. Je pense que les auditeurs et auditrices vont beaucoup apprécier l'échange que vous avez eu, la profondeur des propos, et puis juste le fait de parler d'entrepreneuriat, d'éthique, de développement durable. Je pense que c'est des thèmes qui sont, comme on disait en début de discussion, vraiment d'actualité. Donc, merci pour ce bel échange au nom de toute la communauté de la Revue internationale PME. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.